Il m'a semblé pourtant que le terme de révolution culturelle désignait assez adéquatement le projet nazi. Les nazis ils font beaucoup, hein. Ils font quelque chose qui aboutit à 60 millions de morts, mais ils font parce qu'auparavant ils disent. Et ils disent également parce qu'ils pensent. Donc, il y avait véritablement un message et une volonté de créer une culture, ce que j'appelle une culture, ce qu'on appelle généralement une idéologie, mais je n'aime pas beaucoup ce terme d'idéologie. Comme dirait Raymond Aron, l'idéologie, c'est toujours les idées des autres. On ne prend pas vraiment ça au sérieux. Alors que le terme de culture montre bien quelle était l'ambition du projet nazi, c'est-à-dire recréer un monde, une vision du monde. Reprenons leur terme, Weltanschauung, qu'ils n'ont pas inventé non plus, hein, ils l'ont repris à la philosophie. Mais ce terme de Weltanschauung veut bien dire ce qu'il veut dire. Comment est-ce que l'on voit le monde? Comment est-ce que ces gens-là conçoivent l'être, le groupe, le temps, l'espace, le passé, le présent, l'avenir, le projet, la crainte, l'angoisse, etc. Et cette vision du monde est proprement révolutionnaire au sens étymologique du terme. Ce n'est pas du tout la révolution au sens où nous l'entendons nous, c'est-à-dire au sens de 1789, l'ouverture vers un après, à la fois indéfini et infini, quelque chose effectivement de messianique, d'eschatologique, de positif en tout cas, une brèche qui ouvre le temps, non. La révolution, au sens où l'entendent les nazis, c'est le revolvere latin, dont nous avons gardé la saveur dans le revolver, hein, ce qui tourne sur lui-même, ce qui revient à son point d'origine. La révolution nazie, c'est précisément cette révolution astronomique d'un retour à l'origine, d'un retour au point de départ. Et ce point de départ, c'est évidemment la naissance, à la prime naissance, à l'aube de ce que les nazis appellent la race. Les nazis l'appellent comme ça parce que tout le monde appelle ça comme ça à l'époque, hein. Le racisme en tant que science, la raciologie, l'anthropologie raciale, est une chose parfaitement diffusée et partagée dans l'Occident de cette époque. Ce n'est pas du tout un apanage des Allemands. Vous avez une chaire d'anthropologie raciale à la Sorbonne, au Muséum d'histoire naturelle. On enseigne cela à Stockholm, à New York, à Londres. C'est de la science, hein. On a catalogué les hommes, on en a fait des taxonomies, si vous voulez, et des hiérarchies, de la même manière qu'on a fait des taxonomies de plantes, de minéraux et d'animaux. Retrouver la manière dont les anciens Germains vivaient. Voilà. Et cette manière dont les anciens Germains vivaient était naturelle, parce qu'elle est proche de l'origine, évidemment. Alors, selon la littérature de l'époque, mais les nazis ne font que reprendre tous les stéréotypes qui courent depuis les 18e et 19e siècles sur les premiers Germains, avec une relecture de Tacite, évidemment. Alors, les Germains des origines étaient nus, ils buvaient une boisson un peu alcoolisée, pétillante, ils étaient polygames, ils copulaient et combattaient joyeusement, ils se baignaient nus dans les lacs, etc. etc. Bon. Ils vivaient à l'état de nature, et seul ce mode de vie-là était sain et était le gage d'une perpétuation de l'espèce pour les siècles des siècles. Que s'est-il passé entre ce temps de l'origine auquel il faut revenir, disaient les nazis, et le temps contemporain, 1933, il s'est passé une vingtaine de siècles, lors desquels la race germanique, selon eux, a été aliénée, au sens littéral du terme alienus, qui veut dire être rendu autre que soi-même. Vous avez d'abord eu l'évangélisation, c'est-à-dire l'importation du christianisme dans les forêts de Germanie, un phénomène qui vient du sud, des déserts du Sud, en gros, Palestine, et qui vient infecter les forêts du Nord. C'est comme ça que les nazis voient le phénomène de l'évangélisation. Là aussi, ils ne font que reprendre de vieilles idées qui circulent depuis des siècles en Allemagne. Cette évangélisation, cette christianisation, est au fond une judaïsation, selon les nazis, parce que le christianisme est judéo-christianisme. Les Juifs, donc, selon les nazis, ont d'abord créé le christianisme pour détruire l'Empire romain, qui était germanique, puisque les Romains étaient des Germains, de la même manière que plus tard, ils ont créé le communisme pour détruire le Reich, évidemment. Dans les deux cas, c'est très malin comme argumentation, le christianisme et le communisme sont deux idéologies égalitaristes. Tout le monde est enfant de Dieu d'un côté, et puis de l'autre côté, tous les êtres sont libres, égaux, etc. Deux idéologies donc égalitaristes et universalistes. Dans les deux cas, donc, on a une arme politique et culturelle qui vient détruire le particularisme racial et qui vient détruire l'égoïsme d'une race. Or,
une race comme une espèce animale doit être repliée sur elle-même et ne doit se soucier que de sa propre survie à elle. L'idée selon laquelle on doit se préoccuper de la totalité des humains est une absurdité sans nom pour les nazis, tout simplement parce que l'humain n'existe pas. Voilà. Et c'est là que les nazis sont des anti-universalistes radicaux et très cohérents, très conséquents, qui estiment que il y a à la surface de la Terre des humanoïdes, on va dire, des gens qui sont plus ou moins bipèdes, qui ont plus ou moins une tête, des mains, etc., et qui ressemblent plus ou moins à quelque chose qu'on pourrait appeler des êtres humains, mais, comme ils le disent souvent dans leur littérature, tout ce qui porte visage humain n'est pas humain. De la même manière également que dans le règne naturel, les espèces animales sont en lutte les unes contre les autres pour la maîtrise des espaces, de la nutrition et de la reproduction, de la même manière, donc, les races humanoïdes se combattent férocement. Donc, il y a eu cette aliénation chrétienne, qui est une dénaturation, parce que l'importation du message chrétien, c'est-à-dire juif, est une importation de valeurs morales, juridiques, qui n'ont rien à voir avec la nature. Que vous enseignent les chrétiens, c'est-à-dire les juifs? Qu'il faut être monogame. Ah, la belle affaire. Les Germains étaient polygames. Et seule la polygamie, disent les nazis avec conviction, et d'ailleurs ils le pratiquent assez abondamment au plus haut niveau de la hiérarchie, seule la polygamie permet de répondre à l'injonction de la nature de faire beaucoup d'enfants. Depuis 1914, en 30 ans, à l'été 1944, vous avez un excédent de 6 millions de morts non naturelles. Et bien dans ce contexte-là, à l'été 1944, les juristes du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et de la Chancellerie se concertent pour modifier le droit civil allemand et restaurer, disent-ils, non pas instaurer, mais restaurer, révolution, on revient à quelque chose d'ancien, restaurer la polygamie germanique. Die germanische Mehrehe, en allemand dans le texte. Ça, c'est la première aliénation, qui est une véritable dénaturation, au sens littéral du terme, puisqu'on est arraché à la nature, on est dévié de la nature et de sa mission naturelle. Et les autres aliénations successives qui sont venues détruire, au fond, l'essence et la vocation de la race germanique, c'est évidemment la réception du droit romain tardif au XIVe, XVe siècle, c'est l'humanisme, ce sont les Lumières, et c'est enfin cette catastrophe universelle qu'est la Révolution française. Voilà. La Révolution française est une abomination pour les nazis parce qu'elle a, si vous voulez, laïcisé et diffusé ce qu'il y avait de pire dans les idées anti-germaniques, en prétendant proclamer des droits humains universels et inconditionnels. Alors ça, c'est un non-sens. Les nazis, d'ailleurs, qui n'ont de cesse que de vilipender la Révolution française, de la honnir, de la haïr. Je pense que les trois personnes les plus insultées en fait dans la littérature nazie, c'est Karl Marx, Robespierre et Rousseau. Rousseau, c'est vraiment l'idée d'un contrat social, c'est-à-dire d'une société reposant sur un contrat, c'est-à-dire sur un échange de volonté libre, éclairé, de consentement. L'idée que le groupe humain est une société au fond comparable à une société commerciale est une abomination pour les nazis, qui ne pensent pas en termes de société, mais en termes de communauté, où la volonté n'a rien à voir. Il n'y a pas de volonté dans le fait que je suis allemand ou russe ou je ne sais quoi. Il y a une détermination naturelle incoercible. Je n'ai pas choisi et je ne peux pas m'en détacher. Voilà. L'idée d'une cité politique fondée sur un contrat est une horreur pour eux. C'était une horreur pour les premiers contre-révolutionnaires, bien entendu, pour ceux qui se réclamaient de la théologie, de la détermination par Dieu. Je suis sujet de roi de France parce que Dieu en a disposé ainsi. Et au cours du XIXe siècle, la contre-révolution s'est déplacée au fond de la théologie vers la biologie. On n'a plus revendiqué Dieu parce que ça faisait sévèrement rire tout le monde, mais on a revendiqué la science, on a revendiqué la biologie. C'est la détermination naturelle qui fait de moi le membre de telle ou telle race, le membre de telle ou telle nation. Voilà. Et les nazis sont les héritiers, là encore, de cela. Ils n'ont rien inventé. Ils ont repris des choses qui leur préexistent et qui leur conviennent. La Révolution française, donc, est
honnie, elle, et puis ses répliques. Révolution internationale que 1789, puis ensuite 1830, 1848, et révolution internationaliste avec 1871, la Commune de Paris, qui est une belle abomination à leurs yeux aussi, et 1917, bien sûr, 1917 et ses conséquences en Allemagne, la Révolution 18, la Révolution 19, Allemagne, Bavière, Hongrie. Il faut se souvenir quand même, pour voir quelle est la force de la contre-révolution en Allemagne dans les années 20, dont le nazisme se nourrit, il faut se souvenir que vous avez en 1919 en Bavière, État catholique, messe en latin, État rural, siège de la contre-réforme, patrie des jésuites, etc., etc. Vous avez en Bavière, donc, une république soviétique en 1919. Quand on parle de république des conseils, Räterepublik, ça veut dire république soviétique, république des soviets. Voilà. Et c'est contre cela que, évidemment, les nazis réagissent férocement, comme d'autres, mais peut-être plus férocement que d'autres. Ils reprennent un mot qui a été consacré par 1789, révolution, parce que c'est un terme qui est très prestigieux au XXe siècle, le terme de révolution, grâce au souffle de la révolution bolchevique, grâce au prestige de ce mouvement où les hommes semblent se saisir de leur histoire et semblent être les maîtres et les acteurs de leur histoire. Donc tous les contre-révolutionnaires du XXe siècle, au fond, reprennent le terme de révolution et lui font une prise de judo pour retourner sa force contre elle-même. Pétain parle de révolution nationale. Bon. Et les nazis parlent de révolution nationale également et de révolution politique. Et ils sont tellement contre-révolutionnaires qu'ils utilisent le terme révolution non pas au sens de 1789, mais au sens d'avant 1789, au sens pré-révolutionnaire du terme. C'est un peu l'achèvement sémantique de la contre-révolution, si vous voulez.